Bonjour à tous, nous sommes ici avec Fabrice Amedeo qui va nous raconter un petit peu son parcours et comment il arrive à en être ici au village départ de la Transat Jacques Vabre 2023 qui va partir d'ici quelques jours. Alors Fabrice, je vais commencer par une question un petit peu particulière, c'est qui es-tu ? Bonjour Lola, je suis Fabrice Amedeo, j'ai 45 ans, je suis navigateur, skipper de ce beau bateau. Et tu veux que je te dise un petit peu comment j'en suis arrivé là ? En fait, moi je suis un ancien journaliste. Donc en fait, je fais de la voile depuis que je suis enfant. J'ai découvert la voile avec mon papa en famille quand j'étais enfant. J'ai eu un parcours assez classique, j'ai fait des études. Parallèlement à ça, j'ai toujours fait de la voile, avec des projets qui m'amenaient à aller de plus en plus loin au large. J'ai fait des études supérieures, je suis rentré au Figaro. J'ai travaillé 12 ans comme journaliste au Figaro. Là, je faisais encore de la voile, bien sûr, avec des projets qui se professionnalisaient. J'ai fait du classe 40, j'ai fait 2 routes du Rhum, 2 transats Jacques Vabre, tout ça en étant journaliste, donc j'étais amateur. À la fin des courses, je prenais l'avion pour vite retourner travailler boulevard Haussmann à Paris pendant que mes concurrents partaient en vacances. C'était assez marrant. Et en fait, tout ça nous conduit à 2015, où là, je décide de me lancer pour faire mon premier Vendée Globe. C'était plus possible d'avoir les deux carrières parallèles, et donc j'ai quitté le métier du journalisme. Et donc depuis le Vendée Globe 2016, je suis marin à plein temps, skipper professionnel, avec un beau projet de course au large. Mais qu'est-ce qui au bout d'un moment te fait dire que le journalisme c'est plus forcément ta priorité et que tu as envie de t'élancer à plein temps? C'est pas rien, tu vois, ce saut de carrière. Oui, alors c'est vrai que c'est pas un choix négatif, c'est-à-dire que j'ai pas quitté le journalisme parce que ça me plaisait plus, c'est un métier que j'ai servi avec passion pendant des années et que je pourrais éventuellement resservir un jour parce que c'est, je trouve, un magnifique métier. C'est juste que la passion du large, l'appel du large a été le plus fort, j'avais vraiment envie de faire ce tour du monde, j'avais vraiment envie de vivre ma passion, de vivre de ma passion. Et du coup j'ai dû faire ce choix parce qu'il y a un moment dans la vie il faut faire des choix, il faut faire des compromis et je pouvais plus mener les deux carrières de front. Et alors justement aujourd'hui, est-ce que des fois tu repenses à cette époque où tu avais les deux d'un seul coup et qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que tu ressens quand tu y repenses ? Eh ben, ça me fatigue rien que d'y penser parce que c'était quand même très très engagé de faire les deux. J'ai un souvenir, c'est ma première Transat Jacques Vabre en 2013, ça permet de nous accrocher avec l'événement ici. J'avais convoyé mon classe 40 avec Armel Tripon, avec qui je faisais binôme à l'époque, entre la Trinité-sur-Mer et Le Havre. On avait convoyé le bateau 2 semaines avant le départ à peu près. Et on avait pris 55 nœuds, donc un gros coup de vent pendant le convoyage. Le bateau était plein d'eau, j'étais trempé, etc. On était arrivé au Havre dans la nuit, vers 4h du matin. Et j'avais un taxi qui m'attendait en haut du pont. J'avais à peine attaché le bateau, j'ai sauté dans le taxi. Il m'a emmené à la gare, j'ai sauté dans le premier train qui devait être à 5h30. Et à 7h j'étais à Saint-Lazare, ou 7h30 j'étais à Saint-Lazare, et à 8h j'étais au Figaro avec les cheveux encore mouillés, plein de sel. Et je me rappelle, je me suis dit, là t'es quand même vraiment un grand malade. Et j'avais fait ma journée de boulot derrière, tranquille. Et donc c'est vrai que c'était grisant. Quand on est jeune, on arrive à se permettre ce genre de choses, mais c'était quand même très engagé. Oui. Et alors qu'est-ce qui toi t'a attiré à la base dans ce métier de journaliste ? Ce qui m'a attiré dans le métier de journaliste, c'est aller chercher de l'info. Raconter des histoires certes, mais surtout aller chercher de l'info. J'adorais faire de l'investigation et sortir ce qu'on appelle des scoops. Et il y avait un côté compétition du coup qu'on retrouve avec la voile, parce que quand tu cherches des scoops, tu essayes d'avoir l'info avant les autres, avant tes confrères des autres médias. Et c'est vrai que ça, je trouvais ça assez excitant, assez passionnant. Et puis aussi ce que j'aimais énormément, c'était vulgariser, donc parler au grand public de choses assez techniques. Par exemple, j'ai suivi la sécurité aérienne pour le Figaro pendant des années. J'avais, entre guillemets, face à moi, dans d'autres médias, des journalistes qui connaissaient très très bien les avions, voire même qui étaient pilotes. Moi, j'étais absolument pas pilote. J'avais quelques notions de tout ce qui est incidence, etc. avec le bateau, mais j'étais absolument pas pilote. Et je trouvais génial d'aller voir des experts, de comprendre leur discours, de le digérer et ensuite de le restituer au grand public. Donc je crois que c'est vraiment ça qui m'attirait le plus dans ce métier à l'époque. Et alors justement, du fait que tu sois devenu skipper à plein temps, t'es un peu passé j'ai envie de dire, de l'autre côté. T'es plus celui qui pose les questions, t'es celui qui répond. Qu'est-ce que ce changement, ce basculement te provoque toi Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. En effet, je réponds aux questions, maintenant je les pose plus. D'ailleurs, je suis très content de répondre à tes questions. Mais en fait, sur mon bateau, j'ai des capteurs océanographiques qui mesurent le CO2, la salinité, la température, le microplastique et l'ADN environnemental. Et je travaille avec toute une famille de scientifiques de différents instituts en France et en Allemagne, et maintenant même en Nouvelle-Zélande, pour que mon bateau navigue pour la communauté scientifique. Et du coup, c'est là que je trouve que la boucle est bouclée. Avec ce bateau, aujourd'hui, je fais des compétitions, j'offre la possibilité aux scientifiques d'avoir des données hyper précieuses sur l'état de nos océans, sur des routes sur lesquelles les bateaux scientifiques ne vont pas. Mais en allant au large, dans le cadre de mes courses, chercher
des données, donc de l'information pour les scientifiques. On retrouve finalement un peu cette démarche du journaliste qui allait chercher de l'info avant pour la partager dans un journal et qui aujourd'hui va chercher des données précieuses pour des scientifiques, et ces données, comme on communique, elles terminent aussi dans des journaux. Alors justement, cet engagement que tu prends auprès des scientifiques pour protéger l'océan, que tu connais très bien, comment ça t'est venu de te dire que si je navigue, autant naviguer pour travailler avec des scientifiques? En fait, ça vient de... je t'ai expliqué, je suis journaliste, je fais de la voile en même temps, je quitte le Figaro pour faire mon premier Vendée Globe, et au retour du Vendée Globe, en fait, pour la première fois, je deviens vraiment marin professionnel, parce que là, je retournais plus au Figaro, quoi. Je retournais plus au journal. Et donc voilà, je m'installe dans une nouvelle vie de skipper professionnel, et assez rapidement je me rends compte que même si naviguer c'est ma passion, ça ne me suffit pas. Intellectuellement ça ne me suffit pas, et que j'ai besoin de donner du sens à mon projet. Et ce sens il était tout trouvé, je suis un amoureux de l'océan. À l'époque on commençait à parler de sciences participatives, et donc de la possibilité d'embarquer des capteurs sur des bateaux comme le mien, et donc je me lance dans cette histoire. Et alors justement, tu pousses très très loin ton projet. Là, tu as un nouveau bateau, puisque le tien a eu malheureusement des gros malheurs sur la dernière route du Rhum. Tu as réussi à te relever, à repartir avec un nouveau bateau qui prend le départ là dans quelques jours de la Transat. Et alors ce bateau, il est un peu particulier, dans le sens où partout on voit des panneaux solaires. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, en effet, donc j'ai fait naufrage sur la dernière route du Rhum. Mon bateau il a brûlé, il a coulé, j'ai terminé dans un radeau de survie. J'ai attendu les secours pendant 4 heures, donc c'est une sacrée expérience. Et du coup, quand j'ai racheté ce bateau, qui est un bateau plus ancien que celui que j'ai perdu, bien sûr, on a remis tout de suite les capteurs océanographiques à bord parce que c'est l'ADN du projet. Mais on s'est dit qu'il fallait mettre le sportif un peu entre parenthèses parce que clairement, je vais aller moins vite qu'avec l'ancien bateau. Et donc, les objectifs doivent être revus à la baisse. Et donc, pour compenser finalement cette perte de valeur sportive, j'ai voulu me lancer un défi dans le défi qui est de naviguer sans recourir à l'énergie fossile, c'est-à-dire de charger les batteries du bateau sans faire tourner le moteur. Et donc du coup ces 16 mètres carrés de panneaux solaires, ils permettent aujourd'hui de recharger les batteries. Donc l'ambition c'est de faire le tour du monde, de faire le Vendée Globe en étant poussé par le vent, ça c'est comme tout le monde, mais en ne rechargeant les batteries qu'avec l'énergie solaire. Et alors aujourd'hui, quand tu prends un peu de recul sur ton parcours, sur ton histoire, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te procure comme émotion de voir par où tu es passé pour en être là aujourd'hui? Je ressens beaucoup de choses quand je regarde le chemin que j'ai fait. Je ressens bien sûr de la fierté parce que j'ai fait un beau bout de chemin. Je me rends compte aussi que la vie c'est une histoire de résilience. Il y a eu des grands succès, des moments d'euphorie, mais il y a aussi des moments d'échec, des moments de doute. La vie c'est un mélange de tout ça. Et si je dois laisser un message à celles et ceux qui nous écoutent, je dirais il faut croire en ses rêves dans la vie. Parce que la vie réserve plein de merveilleuses surprises. Il y a aussi des rencontres clés, des gens qui comptent et qui vont débloquer des situations ou permettre de réaliser des rêves et des objectifs. Donc ces rencontres clés, il faut être à l'affût, il faut les surveiller et il faut en prendre soin de ces gens-là parce que c'est des gens qui comptent. Donc il faut être loyal et il faut avoir l'humilité ensuite de se dire que quand on a fait des belles choses, on le doit aussi à beaucoup de gens. Et alors justement, tu parles de résilience, on a rapidement évoqué donc le drame de la route du Rhum. Tu as réussi quand même à te relever, tu aurais pu te dire non mais c'est trop, c'est plus pas pour moi, et tu as réussi à revenir en force avec ce nouveau très très beau projet. Comment tu as réussi à faire un truc comme ça? Alors encore une fois, je ne l'ai pas réussi tout seul, il y a des personnes clés qui m'entourent. J'ai eu une équipe qui a fait un bon travail, j'ai une personne exceptionnelle qui s'appelle Olivier qui s'occupe de mes partenaires, qui cherche tous mes partenaires depuis 10 ans et qui entretient une très très bonne relation avec toute une famille de partenaires qui nous entourent. C'est grâce à lui et grâce à toutes ces personnes qui nous entourent qu'on a pu remonter un projet, parce qu'un projet comme ça il faut de l'argent, il faut de la confiance aussi, parce qu'après un naufrage, les partenaires auraient pu se dire il y a un souci, on arrête, ils ont tous voulu continuer. Donc voilà, c'est une belle... Et puis après il y avait beaucoup d'énergie aussi de ma part, donc c'est une belle réussite collective, c'est un beau travail d'équipe. Merci beaucoup Fabrice. Merci Lola.